La. Salut les petits potes. J'espère que vous êtes chauds, c'est la rentrée. Moi je suis remonté à bloc, je suis content de plus être dans la canicule. Et aujourd'hui je vous explique pourquoi est-ce qu'il faut voir Blue Eye Samurai. This doesn't end until you die. Blue Samurai, c'est une série d'animation 3D qui est sortie en 2023. Elle est produite par Netflix et réalisée par Jane Woo. On est sur un format de 8 épisodes, 45 minutes. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison et on a eu il n'y a pas si longtemps une petite affiche pour la saison 2. Blue Eye Samurai a été réalisé chez Blue Spirit, juste ici. La France qui carry l'animation, comme d'habitude. À l'époque du Japon médiéval, Mizu, un samouraï métis, entreprend une quête pour se venger de 4 occidentaux, l'un d'entre eux étant son père. Mais lequel? C'est toute la question. C'est Mamma Mia, mais en plus dark. Je sais pas si ma comparaison est appropriée, mais vous avez la vibe. Du coup, l'inverse de la vibe. Bah, vous avez le contexte. Voilà, j'arrête. À propos du contexte, on est du coup dans le Japon médiéval, mais à la période Edo. Et à cette époque-là, du coup, les frontières du pays étaient complètement fermées. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai lu sur internet que ça sous-entendait que du coup, les représentants chrétiens espagnols qui étaient venus au Japon pour christianiser, quoi, ils ont eux aussi été renvoyés chez eux. Ce qui, du coup, si on se réfère à une timeline précise, on est quelques années après Shogun. Enfin, ceux qui l'ont vu auront la référence. C'était la minute historique. Merci Stéphane Bern. Robespierre. Tout au long des épisodes, on va suivre Mizu dans sa quête qui va avancer doucement mais sûrement en alternant avec beaucoup de flashbacks de son enfance. Mizu n'a pas eu une vie facile, voilà, vous allez vite vous en rendre compte pour énormément de raisons. Il y a certains points de sa vie, des points importants que je vais occulter ici parce que je les considère comme des spoils majeurs et je voudrais pas trop en dire. L'un des points forts de la série, c'est ses scènes de combat. On est souvent le héros contre tous les autres et c'est de l'animation vraiment réussie et j'avoue que j'ai pas réussi à souvent détourner le regard. J'étais captivé comme parfois un petit peu le western américain où on sent une tension palpable et d'un coup bim ça dégaine et ça s'enchaîne quoi. Vous m'avez pas demandé mais le top 2 combat pour moi c'est Mizu contre les 4 Fang et Mizu et Taigen versus les 3000 flèches qui tombent du ciel. Voilà, dans les combats on retrouve aussi parfois des duels officiels, c'est pour ça que je vous parlais de western tout à l'heure, c'est que du coup les cadrages sont faits en fonction, on tourne un petit peu autour des personnages, c'est des plans assez larges pour qu'on voit la distance entre eux et ils ont ajouté un truc supplémentaire à ça, c'est que Mizu imagine la scène dans sa tête et imagine les mouvements qu'il va exécuter pour vaincre son adversaire. Et ça, c'est fait sous forme d'estampes noir et blanc, avec un petit peu de rouge pour le sang. Et en fonction des différents mouvements ou de la position dont il se met, voilà, l'estampe change et les mouvements vont changer. Ça, c'était quand même assez intéressant. J'aurais aimé en voir plus, mais c'est déjà pas mal. Bah, remarque, c'est d'ailleurs je crois, le seul moment où on sort vraiment de la 3D. Et ce qui est évidemment encore plus stimulant, c'est que Mizu est un épéiste incroyable, voire le meilleur de sa génération. Je dirais même son épée elle-même est la meilleure épée de toutes les épées, l'escalibur japonaise. Rien que dans le premier épisode, on voit Mizu défoncer tous les élèves d'une école d'épée jusqu'à arriver au duel final où c'est censé être le boss, le gars qui a gagné ses 24 duels à mort et voilà, Mizu le met à terre quoi. Et le boss du coup c'est Taigen. Taigen c'est mon pain, ma boulangerie, je vous le dis, comme je le pense. Si je le croise dans la rue, en vrai, vous pensez que qui gagne entre Mizu et Anakin Skywalker? À voir, à méditer. En tout cas, à travers les épisodes, Mizu se retrouve face à beaucoup de bad guys à démonter la gueule, tout en teasant un petit peu le grand méchant, le premier mec potentiellement son père occidental. Voilà, il est teasé un petit peu comme Thanos dans la première phase du MCU. On entend des mots, des fois on peut même pas prononcer son nom. Et donc ça amène un grand mystère autour du méchant. J'ai même cru qu'on allait pas le voir de la saison et qu'il allait juste arriver dans la saison 2. Mais rassurez-vous, on finit par voir sa tête. Son nom c'est Abijah Fowler. Je vous montre pas sa photo, ça va gâcher le reveal. Mais le type, c'est un pur connard. Mais un connard pur sang. Et moi je trouve ça toujours trop cool d'avoir un méchant mais très puissant, genre ça reste malgré tout un personnage intéressant mais très intéressant à détester. Lui il vit vraiment que pour lui et pour le pouvoir. Il a un gros complexe et des mommy issues. Et je me dis avec un méchant pareil pour la saison 1, j'ai hâte de voir ce que vont donner les autres occidentaux qu'on va découvrir j'imagine dans les saisons futures. On a évidemment plein d'autres personnages très intéressants. On a Akemi qui vit sa propre quête, Ringo, l'apprenti de Mizu, Maître Eiji aussi est très intéressant. On a pas mal de persos avec chacun leur spécificité, leur particularité, soit physique, soit de caractère, soit de handicap. Et à un moment ou à un autre, chacun finit par se retrouver, finit par s'entrecroiser dans leur lignée, dans leur destinée. Mais il y a plein de films ou de séries qui sont comme ça. C'est une époque où il n'y a pas de téléphone, où t'as aucun moyen de savoir où les gens se trouvent, et pourtant tout le monde arrive à se capter tout le temps, H24. Un hasard de dingue constant. Autre point intéressant, c'est la place de la femme dans cette société, et principalement représentée par Akemi et toutes les filles du bordel. Il y a un vrai esprit de sororité. Voilà, c'est vraiment toutes les femmes se serrent les coudes dans cette société trop masculine, et où elles ont du mal un petit peu à échapper
échapper à leurs propres stéréotypes. Évidemment, chacune à leur échelle. J'ai pas encore parlé du casting vocal en VO. On retrouve Maya Erskine pour Mizu, Darren Barnett, Brenda Song, Tarl Epoch, George Tigan, Harry Shum pour ceux qui ont vu Glee, Randall Park, bien la seule voix que j'ai reconnue dans tout le casting, et Kenneth Branagh. Je sais pas du tout si je l'ai prononcé correctement. Mais premier degré, j'avais pas connaissance qu'il y avait tout ce casting là quand j'ai regardé la série. C'est vraiment en faisant les recherches pour vous en parler que j'ai vu que c'était tous des gens qu'on connaissait finalement. Parlons un petit peu du style graphique maintenant parce qu'on n'en a pas encore évoqué un seul mot. Donc on est sur de la 3D avec une texture un peu plus 2D. La série se passe plutôt en hiver, donc on a beaucoup de neige, beaucoup de blanc visuellement, mais une neige un petit peu texturesque qui amène pas mal de grains. C'est plutôt chouette. Il y a énormément de FX. D'ailleurs, j'en profite pour vous mettre en garde parce que quand je parle de FX, c'est beaucoup de giclées de sang. Voilà, c'est une série un peu quand même axée sur un public adulte. Donc il y a beaucoup d'eau cassée, il y a des morts, il y a des membres, enfin bref. C'est pas dégueu comme Invincible, mais il y a du sang. Voilà. Perso, j'ai juste grimacé de temps en temps, mais voilà, il y a rien de choquant. On a des beaux plans de jardin japonais. L'ambiance globale du Japon est vraiment trop cool. J'en reviens à ma comparaison avec Shogun parce que c'est directement comparable. Pour moi, c'est le Shogun de l'animation du coup. On va retrouver tous les outfits, les coutumes, les traditions, et visuellement, c'est très joli. Par ailleurs, j'ai trouvé ça dans mes recherches. En fait, c'est une méga vidéo référence pour les chorégraphies de bataille, comme je vous disais. Et en vrai, en anime, souvent, les références, elles sont faites par les animateurs eux-mêmes. Mais là, évidemment que c'était pas possible. Il y en a aucun qui va aller se mettre pendant 3 ans dans une école de sabre pour pouvoir filmer des références et animer son perso. Exactement comme dans tous les films musicaux, genre Encanto par exemple, où on a aussi de célèbres références où c'est des danseurs qui font les chorégraphies. Et les animateurs arrivent par derrière, le prennent et le mettent en version animation. En soi, c'est pas facile comme exercice, je trouve. Il y a forcément un moment où les animateurs sont obligés de le faire eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien faire le geste lui-même, en plus d'avoir le support visuel, pour comprendre le mouvement, comprendre le poids, etc. Donc ouais, ça doit être une mécanique assez intéressante. Dans tous les cas, l'animation est très fonctionnelle, est très dynamique. Les mouvements de caméra, évidemment, sont eux aussi très dynamiques. J'ai pas l'habitude de bincher des séries, mais celle-ci, j'avoue, je l'ai faite en moins d'une semaine. Hein. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Du coup, je vous conseille à fond de regarder Blue Eye Samurai tout de suite, pour être prêt pour les prochaines saisons qui arriveront, qui seront, j'imagine, tout aussi bien, peut-être même voire mieux. Maintenant que le contexte il a été mis, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'avoir autant de flashbacks de Mizu, et qu'on va vraiment aller directement dans le vif du sujet. Si vous avez déjà vu le show, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et surtout si vous avez des attentes pour la saison 2, ça m'intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que je vous ai à tous donné un petit peu envie de regarder la série. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux et sur Twitch pour animer. Bisous tout le monde.